Eh bien, bonsoir. Me revoilà à Guéret, si je puis dire, enfin ce qui est vrai. Et pour une nouvelle conférence, je vais essayer cette fois-ci, puisque la dernière fois je vous avais parlé surtout, enfin essentiellement de Robespierre et des calomnies autour de ce personnage historique. Et cette fois-ci, je voudrais que nous pénétrions davantage dans la Révolution, dans la période de la Convention montagnarde. Cette Convention montagnarde, j'expliquerai le nom tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la montagne. Et je ne vous parlerai pas de toute l'histoire de la Convention montagnarde aujourd'hui, c'est un petit peu trop long, mais je vais essayer de vous faire rentrer à l'intérieur de la Révolution, puisque la problématique de la période de cette démocratie montagnarde, c'est de véritablement construire une souveraineté populaire effective, ce qui n'est pas si facile que cela, comme on va le voir, et de relier de façon concrète par des institutions et par beaucoup d'efforts également la base et le sommet, c'est-à-dire les assemblées primaires communales, puisque les choses se passaient à ce niveau-là, et l'assemblée législative. Alors, je rappelle quand même l'esprit des lois, comme le disait si bien Montesquieu, et de l'époque révolutionnaire, 1789, parce que les choses sont tellement brouillées aujourd'hui qu'on nous parle de quoi donc, comme vous le savez, depuis François Furet, on nous parle de la Révolution française comme matrice des totalitarismes au pluriel du XXe siècle. Alors évidemment, habillé de cette façon-là, on a envie de fuir, et c'est fortement compréhensible. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? J'en ai parlé dans la première conférence, je ne reviendrai pas dessus immédiatement. En conclusion, je reprendrai une critique de certains préjugés dominants sur l'ensemble de ces questions. Mais je voudrais donc, comme je viens de le dire, rentrer dans la vie même de la Révolution. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est que cette convention montagnarde, je suis obligée de vous rappeler quelques événements importants qui se sont passés pour permettre à cette convention montagnarde de voir le jour. D'abord, la convention a été cette assemblée qui a été élue au suffrage universel. Et je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que le suffrage universel à cette époque, parce que de quoi parle-t-on nouvelle assemblée constituante après que la révolution du 10 août 1792 ait renversé la constitution aristocratique de 1791 et de monarchie constitutionnelle. Il y avait les deux à la fois, avec une aristocratie liée à la richesse, avec un système censitaire. Alors cette révolution du 10 août 92 a donc conduit à la formation de cette nouvelle assemblée constituante, puisque la constitution de 91 a été renversée et qu'une nouvelle constitution doit être faite par cette nouvelle assemblée constituante. La première période de la convention, parce qu'elle a connu 3 périodes, je le rappelle rapidement pour mettre un petit peu de clarté dans le propos. Il y a eu 3 périodes dans cette histoire de la même assemblée élue en septembre 1792. La première, c'est la convention girondine, la seconde, c'est la convention montagnarde, et la troisième, c'est la convention thermidorienne. Et la convention thermidorienne a achevé cette première session de cette assemblée conventionnelle par un changement de constitution qui est un véritable coup d'État parlementaire. Ça existe. Il n'y a pas que des coups d'État militaires, il y a des coups d'État parlementaires, ça en fut un, qui a déplacé, renvoyé aux orties la constitution légale et qui en a donné une autre. Voilà. Alors, la première période, il faut que je vous dise quelques mots pour arriver à la convention montagnarde. Alors, au lendemain de la révolution du 10 août 1792, la députation de Paris a été particulièrement démocratique, puisque c'est dans ces termes-là qu'il faut parler, dans cette époque, aristocratie des riches et démocratie, avec suffrage universel, mais j'y reviendrai, on comprendra mieux de quoi il s'agit.
Et cette lutte terrible va conduire l'ancien groupe des Brissotins, qui s'est séparé de la Société des Amis de la Constitution, qui a changé de nom après la Révolution du 10 août 92 et qui est mieux connu sous le nom de Club des Jacobins. Je n'aime pas employer cette expression parce que précisément c'est une insulte. C'est une insulte que les royalistes ont forgée depuis 1789. Alors c'est toujours pénible de devoir parler d'institutions par des insultes, voyez-vous. Mais enfin, bref, pour faire plus vite, pour faire plus court, je reparlerai des Jacobins. Enfin, je parlerai surtout de la montagne. Bref, donc les Brissotins quittent ce club qui change de nom. Et quel nom prend-il ? Il prend le nom de Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, qui est toujours séante, comme on disait, au club des Jacobins, enfin au couvent des Jacobins, pardon. Les Jacobins étant, je le rappelle, parce que c'est tout à fait amusant et intéressant, le nom que l'on donnait à Paris aux Dominicains, parce qu'ils avaient leur couvent rue Saint-Jacques, derrière la Sorbonne. Et voilà, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Alors, ces anciens Brissotins vont prendre le nom de Gironde, et ils vont amasser autour d'eux le nouveau côté droit de la période. Le nouveau côté droit, et on va le mieux comprendre, c'est tout à fait intéressant à rappeler rapidement. Et donc, la montagne qui va devenir, qui n'a jamais été, pas plus que la Gironde, ni la Gironde, ni la montagne, ne sont des partis au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est très important. Nous avons des partis aujourd'hui qui sont institutionnalisés dans le sens où, lorsqu'il y a des élections, ce sont des machines à voter et à avoir des sièges. Tout le système actuel fait en sorte, et peut-être qu'il y a ses mérites, c'est pas ça que le problème, mais je montre simplement la différence qu'il peut y avoir avec la période révolutionnaire. Ce ne sont pas des partis dans ce sens-là, parce que ce sont des minorités. Ce sont des groupes parlementaires, de façon plus simple, plus claire, qui sont minoritaires. La Gironde est minoritaire, mais elle est comme elle n'a pas une majorité de sièges, elle est bien obligée de quoi faire ? Faire de la politique. Eh bien oui, dans l'Assemblée législative, elle est obligée de faire de la politique pour obtenir des majorités. Bien sûr. Donc c'est elle qui, par ses propositions, va rallier la majorité de la Convention. Et lorsque la montagne va venir, eh bien, ce sera la même chose. La montagne n'est pas du tout majoritaire en sièges, et c'est très intéressant de le savoir. Et ce sont des groupes qui sont obligés donc de faire véritablement de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire des débats, ouvrir des débats, faire des propositions qui sont discutées et votées. Voilà, ça c'est un premier point qu'il faut rappeler. Alors, la Gironde a donc mené une politique pour écarter le Parti démocratique, dont elle avait peur. Elle a fait toute une série de choses, je vais pas revenir dessus, le procès du roi, éloigner la Constitution parce qu'elle cherchait, elle espérait qu'il y aurait une situation favorable pour rétablir une Constitution aristocratique ou d'allure aristocratique, etc. Et elle a ensuite déclenché la guerre de conquête en Europe, et au nom de la liberté soi-disant des peuples, mais enfin, comme vous le savez, des armées qui viennent vous conquérir ne sont quand même pas prises pour des libérateurs. C'est difficile, mais enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Et ça a provoqué la chute de la Gironde. Je suis obligé d'aller très vite, bien évidemment. Cette chute de la Gironde, elle a commencé de se faire véritablement sentir à partir du mois de mars 1793, et il y a eu une nouvelle grande journée populaire, il y en a eu plusieurs de suite, les journées des 31 mai, 2 juin 1793, ça a duré sur plusieurs jours, et qui a rappelé, alors c'est une institution qui est tout à fait intéressante, je vais l'expliquer parce qu'elle mérite de l'être, qui a rappelé les mandataires infidèles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'historiographie, en général, ne comprend même pas ce que ça peut vouloir dire. Pourtant, vous allez voir, c'est parfaitement compréhensible. Mais c'est ainsi.
Et si vous feuilletez des histoires de la Révolution française, vous trouverez des interprétations diverses et variées sur cette révolution des 31 mai de juin 1793. Le rappel des mandataires infidèles, c'est le contrôle des élus. Alors, je rappelle que l'esprit des lois depuis 1789, c'est donc qu'il y ait une assemblée législative qui représente non pas le pouvoir législatif à elle toute seule, bien sûr que non, pas du point de vue du Parti des démocrates. Les démocrates veulent qu'il y ait un ensemble sur le plan législatif. Je suis obligée de vous dire cela parce que c'est tout à fait important. Un ensemble qui soit composé des assemblées primaires d'électeurs et des députés, plus des institutions républicaines, puisqu'on est dans une période républicaine, et le texte central de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est un texte qui résume les intentions, les intentions des révolutionnaires. Et c'est quoi les intentions des révolutionnaires? C'est quand même extrêmement intéressant. C'est bien de réaliser les droits de l'homme et du citoyen, l'homme non pas entendu comme des mâles, mais l'homme en tant qu'anthropos, c'est tout à fait important évidemment à rappeler. Et ce texte fondamental est une déclaration des droits naturels de l'homme et du citoyen. Alors dans ma première conférence, j'avais beaucoup développé sur cette question de qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme à cette époque-là, qu'est-ce que c'est que les droits naturels. Je ne pourrai pas revenir là-dessus longuement, mais je le rappellerai en temps voulu. Bien, donc nous avons cet ensemble des institutions, du texte de déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et de la Constitution bien évidemment, des électeurs et des élus qui forment ensemble le pouvoir législatif. Hein, alors que vous avez d'autres conceptions de l'exercice du pouvoir législatif, bien évidemment. Donc ici, il y a quelque chose de très riche et de très, très intéressant. Le pouvoir exécutif est considéré dans cette théorie politique depuis 1789 comme dangereux s'il s'autonomise. Tout pouvoir qui s'autonomise est considéré comme dangereux. C'est tout à fait important comme idée à l'époque. Et l'autonomie du pouvoir législatif, c'est le risque, c'est que ce pouvoir, du pouvoir exécutif, c'est qu'il s'autonomise du pouvoir législatif et qu'il se mette à interpréter les lois. Donc il empiète sur le législatif. Hein. Voilà, je n'insiste pas, ce sont des questions qui sont très importantes. Je rappelle encore une chose, c'est que au moment dans la période de la crise de la Convention girondine, la Convention girondine a été obligée de créer le comité de salut public. Elle l'a fait parce qu'il y avait une situation de grande panique, évidemment, puisque la frontière du Nord et de l'Est était en train de céder à la pression des armées étrangères qui venaient de battre les armées françaises qui avaient conquis la Rhénanie, une fois de plus. Et cette situation avait donc contraint la Convention girondine à créer un comité de salut public. Alors ce comité de salut public, j'en reparlerai tout à l'heure, je reviendrai dessus parce que c'est tout à fait important, mais je rappelle rapidement qu'il est formé de députés qui sont choisis par la Convention elle-même et qui doivent proposer à la Convention des mesures de salut public. Ce n'est absolument pas un comité secret qui fonctionne dans l'obscurité et le silence. Pas du tout. Hein. Tout ce qu'il fait doit être renvoyé à la Convention qui, elle, décide. Et puis le 4 mai, et ça j'en reparlerai aussi parce que c'est très important, cette même Assemblée, la Convention girondine, avait voté une première amorce d'une politique dite du maximum qui contrait toute la politique menée jusque-là par la Gironde sur le libéralisme économique. Nous connaissons bien cela aujourd'hui, hein, et je reviendrai sur cette question centrale. Mais elle est obligée donc de faire de prendre des initiatives d'un type parfaitement nouveau qui contredisait sa politique jusque-là. Alors donc la révolution du 31 mai de juin 1793 va effectuer ce rappel des mandataires infidèles. Alors qu'est-ce que c'est ce rappel des mandataires infidèles? C'est cette institution, cette pratique populaire qui existe dans les assemblées primaires
depuis le Moyen Âge. Oui, alors je vais vous surprendre un peu pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne m'ont pas entendu déjà, qu'il existe, et il existait jusqu'en 1789 avec les États généraux, cette tradition d'une démocratie locale, pas épanouie, puisque nous avions une monarchie bien évidemment, donc c'est une affaire beaucoup plus compliquée, mais de pratique démocratique locale, depuis le Moyen Âge, avec des assemblées primaires communales, enfin de communes, de communautés villageoises. Elles ne s'appellent pas communes à l'époque, bien évidemment. Encore que les paysans, ils s'appellent très facilement communes, du mot commun, les biens communaux, de ce qui est commun. Comme en anglais, vous avez le Parlement formé de 2 chambres, et les communes avaient cette même signification qui ensuite a été reprise pour... etc. Bien, mais c'est un vocabulaire qui est commun et qui vient donc de ces pratiques populaires du Moyen Âge. Et dans ces assemblées primaires des communautés villageoises, tous les habitants participaient, les femmes comprises. Les femmes y compris. Et c'est tout à fait intéressant de le rappeler parce que ces choses sont perdues de vue. Alors pourquoi c'est perdu de vue ? Eh bien parce que depuis quelques décennies, on ne s'intéresse plus à l'histoire agraire et au système agraire communautaire, à l'histoire des biens communaux, etc. Il se trouve que moi, j'ai commencé mes études sur la Révolution française par la paysannerie et justement, j'ai travaillé sur les biens communaux et les droits d'usage parce que ça m'intéressait, parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai voulu comprendre et je suis allée dans les archives de la Picardie. On ne peut pas tout faire en France, c'est un peu grand. Hein. questions agraires, c'est assez vaste, mais enfin voilà. Alors donc, il y a ces pratiques populaires. Et dans les pratiques populaires, de députés aux États généraux, par exemple, qui étaient faites au Moyen Âge jusqu'au XVIIe siècle, ça s'est arrêté là, eh bien, les députés des assemblées du tiers-État, des assemblées populaires du tiers-État, et elles existaient, étaient des gens qui étaient sous la responsabilité de leurs électeurs. Ils étaient payés par eux. Hein. Ils étaient, tous les défraiements pour leur voyage, pour aller chercher, voir le roi et lui parler, c'était les électeurs qui le payaient. Et les électeurs demandaient, à cette époque-là, ils avaient assez raison, je pense, des comptes à leurs mandataires. Et c'était la tradition du fidéicommis, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui l'on fait confiance, mais ce n'est pas lui qui vous représente au niveau de la souveraineté. Et pour le mouvement populaire, pour le peuple, dès l'Empire révolutionnaire, cela se reproduit parce que c'est vraiment une pratique populaire, une conscience populaire, une culture populaire, et c'est très intéressant cela. Hein. C'est l'idée qu'un mandataire, c'est quelqu'un qui doit écouter ses électeurs. Ça tombe sous le sens pour eux. Pour nous, ça ne tombe plus sous le sens. Vous le savez. Nous le savons tous ici, ou à peu près. Enfin, même si nous ne sommes pas d'accord ou d'accord, peu importe, ce n'est pas le problème. Mais nous le savons, ça. Bon. Donc c'est un point très important. Donc nous avons un mouvement populaire qui est très exigeant vis-à-vis de ces élus. Et qui... quand ils jugent qu'ils ont été trahis, ils viennent les rappeler. Alors c'est ça qui s'est passé le 31 mai de juin 1793. On a rappelé 22 députés girondins parce qu'on a estimé qu'ils avaient trahi la cause du peuple. Voilà ce qu'il s'est passé. Et ce que je trouve formidable quand même, permettez-moi d'en rire, parce que c'est agréable d'en rire parfois, au lieu d'être toujours obligé de se justifier. Un historien doit toujours sans arrêt justifier ce qu'il dit. Il faut toujours le justifier, c'est pas ça le problème. Mais se défendre de façon compliquée, difficile, eh bien, je trouve ça très amusant de constater qu'il y a très peu d'historiens qui connaissent cette institution. C'est quand même formidable, non ? Hein ? C'est inouï ? Oui, c'est inouï. Voilà. Maintenant, la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire, la montagne ? Alors, les 22 députés, qu'est-ce qu'on en a fait ? On en a fait du hachis parmentier ? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont été assignés à résidence chez eux. Et on leur a dit, eh bien, puisque vous nous avez trahis, que vous êtes infidèles, nous vous interdisons de sortir de chez vous sans autorisation et nous vous interdisons, bien évidemment, de rallier la contre-révolution qui est en train de provoquer la guerre civile en France.
Ma foi, c'était élémentaire, hein. Or, ces 22 ne l'ont point fait. Et une grande partie d'entre eux a fui le plus vite possible pour aller rejoindre précisément la contre-révolution intérieure. Bon, voilà. Alors, à la suite de quoi, ils ont été arrêtés, et c'est une autre histoire, cela. Il ne faut pas télescoper les deux. Alors, la montagne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la montagne? La montagne, c'est une notion, c'est une idée qui existe depuis le début de la Révolution. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là où les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont entendus, respectés, et on veut essayer de les développer, de les mettre en application, là est la montagne. Donc ce n'est pas un parti politique au sens une société, une association où on a donné son nom, comme ça, vous voyez, pas du tout. C'est là où quelque chose qui concerne une application, une réalisation de la Déclaration des droits naturels de l'homme et des citoyens se passe. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et je vous donne une expression. Donc il n'y a pas de lieu, de siège social de la montagne. La montagne, elle est là où les gens font cela. Hein, voilà. Par ailleurs, il existait des clubs politiques et des sociétés populaires. C'est comme ça qu'on les appelait. Et bien évidemment, mais c'est pas du tout la même chose. Alors l'idée de montagne, elle est apparue avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès 1789. Mais elle a pris un sens de plus en plus fort à partir du moment où le club des Jacobins a été pris entre plusieurs courants, les Brissotins, comme je le disais, à Paris, et puis les démocrates de ce club des Jacobins, en opposition. Donc il y a eu des batailles terribles en son sein, et c'est la raison pour laquelle cette idée de reprendre le nom de montagne a été donnée par le mouvement populaire lui-même, ça a été repris ensuite. Voilà. C'est tout simple, mais c'est une idée que je trouve très intéressante. Par exemple, Chaumette, procureur général syndic de la Commune de Paris, l'a exprimé d'une manière qui est tout à fait remarquable. Il dit « La montagne, c'est le Sinaï des Français ». Hein, c'est le Sinaï où Moïse a reçu les tables de la loi de Dieu. Mais la différence, comme vous le savez, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle est faite par la raison humaine, la raison et la sensibilité humaine. Elle n'est pas faite par Dieu. C'est la grande différence, évidemment. Mais enfin, c'est tout à fait intéressant comme expression. Voilà. Alors, la montagne était représentée dans les fêtes populaires de la période 92-94. Et à Paris, par exemple, c'est le peintre David qui a fait les décors. Et au Champ de Mars, il y avait une montagne pendant toute la période 93-94, une montagne au Champ de Mars. Alors la montagne, elle avait à son sommet une statue de la liberté. Et puis, vous aviez un cheminement avec des obstacles terribles, des ravins, des accidents de parcours compliqués et qui signifiaient, comme ce qui représentait le peuple souverain, c'était Hercule, une statue d'Hercule avec sa grosse massue, mais surtout les travaux d'Hercule, parce qu'il y avait la conscience que fonder une république, ça n'était pas facile et qu'il y avait beaucoup de travail à faire et d'obstacles à surmonter. Voilà. Donc, ce sont des expressions, des formulations. Si je pouvais, je vous montrerais des images de ces fêtes parce que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, passons aux premiers actes de la montagne, de la Convention montagnarde. Le premier acte de la Convention montagnarde a été de faire la Constitution, puisque précisément c'était ça qui traînait depuis longtemps et que ça posait problème. Comment gouverner quand on n'a pas de constitution? C'est quand même gênant. Alors, le texte a été immédiatement, enfin très rapidement, dès le lendemain des 31 mai de juin, discuté. Et les 23 et 24 juin, comme vous voyez, on va très vite, la nouvelle constitution a été votée. Alors, c'est un texte de compromis. Le Club des Jacobins avait déjà adopté le projet de constitution et le projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui avait été présenté par Robespierre et Saint-Just. Robespierre pour le projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens et Saint-Just pour le projet de constitution. Et c'est le Club des Jacobins l'avait donc
reconnu, accepté. Mais ça n'a pas été le cas en juin 1793, et c'est un texte de compromis. Ce texte de compromis porte encore une contradiction que je vais repréciser parce qu'elle est très importante. Elle va exploser dans cette période. Alors, il faut la comprendre. Si on ne comprend pas ce qui explose, c'est difficile d'avancer un petit peu plus loin. Voilà. Il y a une définition des droits naturels. J'en avais parlé dans la première conférence que j'avais faite. Je suis obligée de revenir dessus. Les droits naturels, ce sont des droits qui sont des droits que l'on dit naturels parce qu'ils sont attachés à la personne, c'est-à-dire la liberté personnelle, les droits de liberté d'expression, d'opinion, etc., et la protection que la société doit au respect de ses droits. Hein. C'est dans ce sens-là. Ce sont des droits qui sont attachés à la personne. Donc, ce sont ces formes de droits. Et puis, il y a des droits qui ne sont pas attachés à la personne, comme la propriété des biens matériels. La propriété des biens matériels n'est pas attachée à la personne, comme vous le savez, vous avez remarqué peut-être, sans doute, et que par conséquent, elle n'est pas considérée comme un droit naturel, un droit individuel, personnel, etc., mais comme un droit de société qui est défini par la société et que la société peut toujours réviser. Et ça, c'est très intéressant, évidemment. Or, nous avons dans la Déclaration des droits de 1789 et de 1793 la même contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a les deux à la fois. Hein. Les deux à la fois. Je cite l'article 2 de la Déclaration de 1793. Ces droits naturels sont l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété des biens matériels. Et puis, de façon parfaitement contradictoire, déjà, parce qu'il y a déjà une contradiction entre les deux, là, l'article 21 qui précise « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Voilà. Donc, cette contradiction, elle tient entre le caractère naturel de l'ensemble de ces droits. Et ça va exploser. Alors ça explose très rapidement, et en premier lieu avec la suppression de la loi martiale. La loi martiale, c'était l'instrument, le moyen que les libéraux économiques à l'époque, libéraux économiques, je n'aime pas employer ce mot libéral parce qu'il n'existait pas à l'époque, donc il n'est pas utilisable. C'était des économistes qui étaient très dogmatiques, comme les physiocrates ou ensuite les turgotins, et ensuite les girondins et d'autres, qui ont développé les mêmes propositions, qui sont en fait des propositions, mais formulées dans une version extraordinairement dogmatique, même théologique, à l'époque. Encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est un véritable dogmatisme que l'économisme des défenseurs de l'économie de marché, comme on dit, sans trop se mouiller, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Marché, il y en a partout, les marchés. Bon, bref. Et ils fonctionnaient, ils avaient comme instrument pour appliquer leur politique, qui consistait en quoi, essentiellement, parce qu'on va la retrouver, à appliquer la liberté illimitée du commerce des subsistances, c'est-à-dire à appauvrir les bas revenus, les bas salariés et les bas revenus et les revenus fixes, en haussant les prix des subsistances. Évidemment, c'était un champ tout à fait nouveau, ça, qui s'ouvrait aux activités de spéculation. Avant, on spéculait sur les produits de luxe. Mais là, on spécule sur des denrées de première nécessité, c'est-à-dire des matières premières qui sont nécessaires aux artisans, des denrées des subsistances. Comment voulez-vous que des bas salariés puissent continuer de se nourrir s'ils n'ont pas les moyens de salaire adaptés à la hausse des prix? Bon, donc c'est ça le problème. Alors, donc, comment gouvernait-il depuis 1789 jusqu'au 23 juin 1793 par l'application de la loi martiale. La loi martiale permettait, donc c'est une loi de guerre civile qui dit son nom très clairement, hein, la loi martiale sera appliquée dans tous les cas où la liberté illimitée du commerce n'est pas respectée. Donc dès qu'il y a des troubles de subsistance,
eh bien, on pouvait appliquer la loi martiale et tirer sur des gens qui sont affamés. Et en opposition d'ailleurs avec la politique royale, mais je n'insiste pas là-dessus, c'est tout à fait intéressant. Jamais la monarchie, depuis le Moyen-Âge, n'avait osé imaginer une chose pareille. Et ce sont les économistes physiocrates qui, dans leurs premières expériences de 1764 à 68, puis Turgot en 1775, ont voulu appliquer en 64-68, ont appliqué avec Turgot la loi martiale. C'était la première fois qu'on tirait sur des gens affamés. C'était impressionnant. Et c'est quelque chose qui est resté le 23 juin 1793, donc au moment où on discutait la Constitution de 93, Billaud-Varenne a proposé qu'on supprime cette loi de sang et ça a été supprimé. Voilà, donc la contradiction est là, ouverte, sous la Convention montagnarde. Alors, je vais commencer par la grande législation agraire, enfin, je vais continuer, pardon, par la grande législation agraire qui a été menée par la montagne. Je rappelle rapidement que la Révolution française est une révolution paysanne, ce qu'on oublie. On nous la présente comme une révolution de toute autre chose, en particulier bourgeoise, maintenant totalitaire ou je ne sais quoi, enfin bon, bref. Donc c'est une révolution paysanne et la paysannerie qui formait plus de 85% de la population, c'est effectivement mobilisée dès juillet 1789, et elle a réclamé la suppression de la féodalité. Et c'est parce que la Convention montagnarde a réussi à abolir la féodalité que la Révolution française a eu à l'époque et par la suite, jusqu'à récemment en France, une réputation extraordinaire. La Révolution française avait aboli la féodalité en faveur des paysans. Elle avait également aboli l'esclavage, qu'on a joyeusement oublié. Ça aussi, c'est quand même extraordinairement intéressant. Cet oubli, cette occultation. Et voilà. Bon, donc, les paysans, en juillet 89, se sont révoltés dans à peu près tout l'ensemble du royaume lors de cette grande peur de 1789. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont fait une proposition de partage de la seigneurie aux seigneurs. Alors, c'est cette question qui est vraiment tout à fait intéressante parce qu'on voit que le nouveau contrat social a été proposé par la paysannerie et non pas du tout par la classe seigneuriale qui n'avait pas des idées très intéressantes à proposer sur cette question. En juillet 1789, donc, la paysannerie a fait cette proposition. Alors, je rappelle le contenu rapidement de cette proposition parce qu'il est quand même très intéressant. La seigneurie avait comme structure, elle était divisée en deux parties. Il y a une partie de censives, des terres qui sont cultivées par les censitaires, les paysans, et une partie de domaines proches qui appartiennent en propriété exclusive aux seigneurs. Et ces deux parties sont distinctes et représentent, si vous voulez, cet ensemble de la seigneurie lorsqu'elle a été formée à partir du XIIIe, XIVe siècle dans le royaume de France, et qui donne des droits. Vous avez un territoire, une terre, la seigneurie dans son ensemble, qui donne des droits aux paysans et des droits aux seigneurs. Le seigneur a des droits de justice et de toucher des rentes, et les paysans ont des droits sur leur tenure, et en particulier le droit de ne pas être congédié par le seigneur. C'est quand même formidable, ça. Vous vous rendez compte? Pour un paysan qui ne sera pas exproprié, formidable, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et les paysans étaient nourris de leurs propres droits, ils savaient très bien de quoi il s'agissait, et la communauté villageoise avait une reconnaissance juridique depuis le Moyen-Âge. C'est tout à fait important. Et le roi, lui aussi, a reconnu la chose. Alors, en 1789, la paysannerie a proposé aux seigneurs, « Bon, vous voulez tout, vous ?» Et c'est vrai, les seigneurs, ils voulaient tout, ceux qui voulaient. Il y en avait qui ne voulaient rien. Ça ne les intéressait pas, ils ne se sont pas exprimés. Mais il y en avait qui voulaient toute la seigneurie pour eux, comme en Angleterre. En Angleterre, c'est comme ça que ça s'était passé.
Et les paysans leur ont dit, vous voulez tout? Eh bien, ça n'est pas possible. Alors nous, on vous dit, on partage. Nous, on prend le système censitaire, toutes les censives, et on vous laisse le domaine proche. Et ne vous plaignez pas. Et effectivement, ils n'avaient pas à se plaindre. Mais ce qui est intéressant, c'est, la solution politique qui est proposée, et deux, le partage. Le partage qui peut être accepté, et qui le sera finalement. Alors, je rappelle aussi que le rythme de la Révolution a été donné par le mouvement paysan. Il y a eu 6 grandes jacqueries qui se sont succédées, à peu près tous les 6 mois, de 89 jusqu'à la législation montagnarde, et que ces grandes jacqueries, jacquerie ça veut dire mouvement antiféodal armé, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais il faut bien se défendre. Et il faut bien se nourrir pendant cette période, parce que c'est bien gentil d'attendre le bon vouloir des seigneurs, mais enfin, il faut quand même qu'on y arrive. Eh bien, ils y sont quand même donc arrivés. Et la Convention montagnarde a repris une législation qui avait déjà été proposée après la révolution du 10 août 92, les 25-28 août 1792, mais qui n'avait pas été appliquée par la Convention girondine parce qu'elle estimait que ce n'était pas elle qui l'avait faite et qu'elle n'était pas encore élue à ce moment-là et que par conséquent elle ne s'intéressait pas à régler ce problème. Ce qui fait qu'il était resté pendant, c'est-à-dire que les paysans continuaient de l'appliquer dans la pratique sans avoir de loi pour les protéger. Et c'est ça la révolution aussi. La paysannerie a besoin de ses terres et elle ne veut plus payer les rentes seigneuriales, eh bien elle va le mettre en application par elle-même. Et c'est très important de comprendre ce que ça signifie comme effervescence dans une société.